Alors on commence tout de suite par une introduction, simplement. Vous avez un parcours professionnel bien rempli. Est-ce que vous pourriez nous le rappeler pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Je suis d'abord pharmacien, hein, et après mes études de pharmacie, j'ai fait une spécialité, un doctorat de 3e cycle en pharmacognosie, qui est la connaissance des remèdes, et je me suis spécialisé en fait dans les remèdes en milieu tropical. D'accord. Et après, donc, j'ai utilisé ma roue de secours de pharmacien pendant 12 ans. Pourquoi vous dites roue de secours? Parce qu'en fait, c'était pas ma destinée. En fait, j'ai fait pharmacie pour comprendre, et dès lors que j'avais compris, j'ai fait ce pourquoi je devais être sur cette planète Terre, donc être au service de ma population et à partir des trésors que la nature nous a laissés. Donc, on a confondu le pharmacien qui est l'apothicaire qui fabriquait des médicaments à partir de la nature, et ensuite on a transformé à partir du pétrole beaucoup d'éléments chimiques en médicaments, et on a oublié les plantes. Et donc, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de vendre ma pharmacie au bout de 12 ans, en fait, sur un coup de tête, parce que je me suis réveillé un matin, je me suis engueulé à moi-même en me disant que, écoute, qu'est-ce que tu fais, Henri? Et Henri m'a répondu, je soigne le maladie, le mal a dit. Et donc j'ai décidé de ne plus faire le mal a dit, de faire le bien a dit. Et donc c'est pour ça que j'essaie de rendre les gens bien au lieu de les rendre malades. Donc vous êtes propriétaire aussi d'un laboratoire. Parlez-nous de ce laboratoire. Donc c'est un laboratoire que j'ai créé donc en 2005, après avoir vendu ma pharmacie. Et je me suis associé à mon professeur de chimie, le professeur Paul Bourgeois. Et c'est lui qui m'a initié à la chimie des plantes. Et quand il est parti à la retraite, il s'est associé à son élève. Pour moi, c'est un gage vraiment de bonheur de s'associer à son professeur. Bien, on embraye tout de suite par une question de Franc-Senti, André-Jean Vidal. Vous avez demandé et obtenu d'ailleurs, docteur, l'inscription des plantes locales dans la pharmacopée française. Pourquoi ça n'avait pas été fait avant? Ça n'a pas été fait avant pour une raison très simple. C'est parce que c'est toujours le même parcours. Donc je fais des études de pharmacie et ensuite j'ai mon diplôme. Je reviens en Guadeloupe, je me retrouve dans une pharmacie d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Et quand j'entre dans ces officines, donc c'était dans les années 90, je me rends compte que dans les pharmacies, il y avait tilleul, camomille, verveine, boldo, lavande, thym, que des plantes de la métropole. Et que les plantes médicinales de chez nous sont absentes de la pharmacie. Et c'est là que j'ai fait de la recherche, et c'est là que je suis tombé sur un texte qui date du 8 mars 1799. Et ce texte dit, il est interdit aux gens de couleur, noirs ou esclaves, d'exercer la médecine, la chirurgie, d'utiliser aucun remède sous quelle forme que ça soit, sous peine de 500 francs d'amende pour les gens qui sont libres, punition corporelle pour les esclaves, et les colons qui tolèrent ce type de pratique seront déchirés de leurs 10 esclaves. C'est marqué noir sur blanc, c'est le Conseil souverain du 8 mars 1799. Et il faut bien comprendre ce qu'il y a eu, et ça tombe très bien, parce que nous sommes dans la commémoration de l'esclavage, donc dimanche prochain, le 27 mai, et qu'il y a eu une première abolition de l'esclavage en 1794. Et un rétablissement en 1802. 1794, 1802, c'est-à-dire 8 ans après. Ouais. D'accord? On abolit, ensuite on rétablit. Mais entre-temps, il faut savoir que Haïti deviendra la première république noire. Et les combats faisaient rage en Haïti. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Macandal. Et Macandal empoisonnait les colons. Et c'était une sorte d'arme. Et les colons qui se trouvaient en Guadeloupe, Martinique, Guyane, ils ont eu peur que le macandalisme se répande. Donc l'empoisonnement par les plantes se répande donc en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et c'est là qu'ils ont pondu en fait cet arrêté du Conseil souverain de l'époque. Et après, il y a eu le rétablissement de l'esclavage en 1802, avec une abolition en 1848, et les choses sont restées en état. On est devenu département en 1946. Entre-temps, en 1955, je prends naissance.
Je fais des études de pharmacie, je me retrouve en officine et je suis toujours en 1799 où les plantes de chez nous ne sont pas à la pharmacie. Et c'est là que je vais rencontrer une avocate, maître Isabelle Robard, donc qui est avocate au barreau de Paris, et que je vais expliquer dans un colloque à Nice, maître, est-ce que vous savez en tant que pharmacien, de sur quoi je suis président du syndicat des pharmaciens de Guadeloupe, et il m'est interdit de vendre les plantes médicinales de chez moi dans ma pharmacie. Et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est 12 ans de bataille juridique. On est passé par 4 lois. La loi Guigou sous les doigts du malade, avec refus de Bernard Kouchner. La loi Programme pour l'outre-mer, refus de Raffarin et d'Ousté Blasi. Ensuite, on est revenu donc, à la charge donc, avec les Grenelles de l'environnement, refus de Fillon et Bachelot. Et ensuite, on a abouti en 2009, en fait, en pleine crise sociale. Et nous avons réussi à modifier l'article L 5112-1 du Code de la santé publique, qui disait dans son ancien article « La pharmacopée comprend la pharmacopée européenne et française, point ». On a fait mettre virgule, y compris celle de l'outre-mer français. 12 ans de bataille juridique pour que le gouvernement, après 4 projets de loi, pour reconnaître la pharmacopée en fait, des outre-mer de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Donc je suis très fier d'avoir mené ce combat. Donc, pour permettre aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Réunionnais de pouvoir trouver leurs plantes enfin dans les pharmacies de chez nous. Blaise, une question pour RTL. Je suis fasciné par toutes les révélations que vient de nous faire le docteur Henri Joseph. La question, il y a une double question. La première, c'est quelles étaient les motivations du refus de l'État de reconnaître la pharmacopée tropicale dans les départements d'outre-mer? Ça, c'est la première question. Mais vous êtes en fait, en quelque sorte, docteur, vous êtes le guérisseur traditionnel dans la société afro-antillaise qui connaissait les plantes. Vous êtes le guérisseur moderne, en fait. Je ne sais pas si c'est le terme de guérisseur moderne. C'est le nom générique. Je ne sais pas si c'est le terme de guérisseur moderne qu'il faut employer. Je pense qu'il faut plutôt retenir qu'on vit sur une île, ou plutôt un archipel. Et quand vous regardez la Guadeloupe, vous regardez les Saintes, vous regardez Marie-Galante, Désirade, nous sommes entourés d'eau, on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas s'échapper. Il ne faut jamais oublier en fait que nous avons connu 2 grandes guerres mondiales. La guerre 1914-1918, donc qui a duré 4 ans. La guerre 39-45, qui a duré 5 ans. À une époque où nos grands-parents connaissaient les aliments, ils connaissaient en fait les médicaments pour se soigner. Donc aujourd'hui, avec toute l'insécurité qui existe au niveau international, vous voyez ce qui se passe donc en Syrie, donc en Iran, en Irak, Corée du Nord. Nous sommes dans une sorte d'instabilité au niveau international. Imaginez que demain matin, on dit que Trump dit voilà, je ne veux plus qu'il y ait de circulation en fait sur l'Atlantique pour protéger le continent américain par rapport aux Russes, je ne sais quoi. Ah ben, il n'y a plus de conteneurs qui vont nous emmener, qui nous emmènent aujourd'hui 100% de nos médicaments, qui nous emmènent 80% de notre alimentation. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle la mort. C'est-à-dire, si on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus se soigner, on meurt. Et donc, moi, c'est par rapport à tous ces éléments de réflexion, je me suis dit, comment faire dans un pays où nous avons 3800 espèces de plantes, 3800 usines capables de fabriquer tout ce dont l'homme a besoin, les aliments, pour se nourrir. Nous avons 220 espèces comestibles, monsieur. 220 espèces comestibles. Vous avez contribué à la création d'un diplôme universitaire de botanique à l'Université des Antilles. Alors, oui, c'est-à-dire en... Ça fonctionne bien? Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'était en 2001, oui, au moment où on était en train de faire tous les combats en fait, pour la reconnaissance des plantes. Donc, avec l'aide du professeur Gentil, donc il fallait un professeur de médecine. Donc, on a créé à la fac de médecine de Pointe-à-Pitre un DU de phytothérapie tropicale et on a formé 50 pharmaciens et médecins à la connaissance des plantes de chez nous. Ce qui est bien. Il nous reste... Après, non, plus rien après? Plus rien après parce que la jeunesse n'a pas suivi parce qu'il faut savoir que le professeur Portécope, le professeur Bourgeois, tous
on avance dans l'âge, hein, et donc et la jeunesse n'a pas suivi, donc c'est dommage. C'est dommage. Que pensez-vous de la fin éventuelle du déremboursement des produits homéopathiques? Alors ça, c'est un véritable problème, Oui. parce que tout ce qui est très proche de la nature, que ce soit l'homéopathie, la phytothérapie ou les huiles essentielles, maintenant, tout est dans les starting blocks du gouvernement, en fait, pour les dérembourser dans un premier temps et dans un deuxième temps, les interdire. Eh bien, ça veut dire que c'est un mauvais signal, ça. Ah oui, c'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal. Je pense que pour être en bonne santé, il faut être le plus près possible de la vie. Or, on s'éloigne de la vie. Et quand on s'éloigne de la vie, on meurt. C'est la puissance du lobby pharmaceutique? Oui, je ne sais pas parce que je suis pharmacien que je ne vais pas dire que les lobbies pharmaceutiques doivent permettre aussi le développement d'une phytothérapie tropicale et voire une phytothérapie traditionnelle.